Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver et on est surtout heureux d'avoir un invité prestigieux et important dans une de nos émissions. Alors Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le président du plan bâtiment durable. Peut-être en quelques mots nous dire ce que c'est que le plan bâtiment durable, et on va parler de plein de sujets qui sont d'actualité, on va le voir, économie circulaire, transition énergétique, rénovation des bâtiments, plan de relance, mais juste nous rappeler ce qui a présidé à ce plan bâtiment durable en 2009, je crois. Ça, en 2009, au lendemain du Grenelle de l'environnement où la société s'était mobilisée pour déterminer nos enjeux environnementaux, Jean-Louis Borloo, alors ministre d'État, a eu l'idée d'inventer cette sorte de plateforme intermédiaire entre les pouvoirs publics et la société civile pour capter dans la société les idées, les suggestions de dispositifs d'accompagnement, toute la créativité qu'il y a dans la société, de façon qu'elles viennent irriguer les textes qui allaient accompagner nos projets environnementaux, et puis à l'inverse, faire descendre les lois lorsqu'elles sont en vigueur pour transformer cela dans une pédagogie de l'action sur les territoires. Donc c'est ce mouvement qui m'a conduit avec des moyens extrêmement réduits, à mobiliser plusieurs milliers de personnes au cours de ce parcours pour, en somme, tracer ce chemin vers des bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale. Alors il y a eu tout un cheminement, plein d'étapes, etc. Mais c'est vrai que j'allais dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme si tout ce qui se passait autour de nous, évidemment, on fait référence en ce début d'année 2021 à la crise sanitaire, à la crise économique. En fait, quelque part, ce dont vous avez envie de parler, c'est presque autre chose que ce que vous m'auriez dit il y a un an ou deux. En quoi aujourd'hui la crise, l'impact de la Covid a changé quelque part notre rapport, à la fois peut-être au bâtiment, au logement, à la construction, à l'environnement? Comment vous voyez-vous cette nouvelle année qui s'offre à vous par rapport à vos missions? Je pense que l'on n'a pas encore pris toute la mesure du changement profond que cette crise va susciter dans la société. Et un économiste dont je suis en train de lire le dernier bouquin, il s'appelle Éloi Laurent, son bouquin s'appelle « Et si la santé guidait le monde ?» nous dit que le 21e siècle a commencé le 7 avril 2020, le jour où plus de la moitié des pays du monde ont décidé pour la première fois de faire prévaloir la santé sur l'économie. Dire cela, c'est pas rien. Ça veut dire que les sujets qui touchent aux personnes et à l'environnement dans lequel nous évoluons dominent, sont maintenant plus importants que les ratios économiques qui guidaient l'action précédemment. La question du logement, c'est aussi la question, bien sûr, de comment on loge des populations, mais c'est aussi comment est-ce qu'on construit en ville, comment est-ce qu'on imagine la ville, comment est-ce qu'on imagine le rapport aux mobilités, au transport, à l'habitat. C'est un peu tout ça qui est rebrassé quelque part. Nous parlons davantage d'habitat que de logement, en ce sens que l'habitat englobe le logement dans son environnement immédiat, celui du quartier, celui de la ville, mais aussi dans son lien avec les mobilités. Comment est-ce que je vais de mon logement vers les autres lieux de vie que j'ai autour de moi pour la culture, le sport, l'éducation ou l'exercice de ma profession. C'est tout cela qui met en œuvre cette notion d'habitat. Et vous avez raison, les sujets doivent être dorénavant appréhendés de façon plus globale à travers ce concept d'habitat urbain. Et puis c'est aussi du coup tout un secteur. Pourquoi est-ce que le bâtiment avait été concerné davantage ou en premier lieu dans cette bataille de la transition écologique? Est-ce que parce qu'il y avait plus de moyens, plus de leviers, plus peut-être parfois de pollution, plus de questions de déchets? Pourquoi est-ce que le bâtiment en fait est quelque part le fer de lance nécessaire dans cette guerre? Vous avez raison d'observer que dans le Grenelle de l'environnement, qui est
ce rassemblement tout à fait inédit de l'ensemble des composantes de la société qui ont réfléchi à nos objectifs environnementaux, ils ont décidé deux choses importantes. La première, c'est d'inscrire nos actions dans le temps long, puisqu'on est en 2007 et on se fixe des objectifs à l'horizon 2050, 43 ans après, c'est-à-dire presque 2 générations après. C'est très nouveau dans une stratégie politique que de s'inscrire dans le temps long et les gouvernements successifs ont maintenu ce cap et l'ont plutôt nourri et ajusté. Et donc, on a pensé que le secteur du bâtiment méritait d'être prioritaire et c'est depuis ce jour-là ce qu'il a été, c'est-à-dire il est très clairement en flèche dans les politiques publiques d'accompagnement vers la transition énergétique. Oui, parce que ce qui est important dans ce que vous dites, et on le voit bien, pour avoir, même comme citoyen, le sentiment d'agir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de capacité d'intervention. On peut se dire, bah, nous, comme simples particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre logement? Les professionnels, comment ils peuvent envisager, ou comment est-ce que la loi, parce que je crois qu'il y a une réglementation importante qui va arriver, qui est en cours, qui va bouleverser un peu cette économie du bâtiment. Les élus locaux aussi, on va essayer de regarder tout ça. Je crois que vous m'expliquez que comme levier, il y en a deux principaux. Il y a la construction d'un côté et, je veux dire, la rénovation de l'autre. Et puis, il y a commun aux deux notre comportement dans des logements, qu'ils soient des logements anciens ou des logements nouveaux. Nous avons une grande prise sur la maîtrise de nos consommations d'énergie, la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise du traitement de nos déchets. Cette régulation par nous ou par les spécialistes qui s'occupent mieux des installations, c'est 20% d'économie. Le reste, c'est un peu de dépenses parce qu'on va aller vers l'isolation de l'enveloppe ou vers une production plus économe de chaleur dans nos bâtiments. Alors on le voit bien, et vous l'évoquiez, hein, les pouvoirs publics, j'allais dire, ont mis l'accent sur un certain nombre d'aspects pour que ça devienne une priorité. D'un point de vue de la rénovation, en ce moment dans la crise économique, etc., clairement, il y a une volonté de relance par la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on doit concilier à la fois la possibilité de faire attention à notre environnement et en même temps de relancer l'économie. Comment les deux vont fonctionner? Qu'est-ce que met le gouvernement en place? C'est absolument cela et on le comprend très bien. Il est facile de traiter avec un artisan l'isolation des combles ou le changement des menuiseries. On sait que c'est une opération, que nous aurons signé le devis dans quelques semaines et nous aurons réalisé les travaux dans quelques mois. Bref, c'est un sujet de l'année. Si on raisonne construction, le sujet, il se calcule en années parce qu'il va falloir concevoir le projet, en discuter avec l'architecte, obtenir les autorisations d'urbanisme et puis réaliser dans le temps les travaux. Ce sera un sujet 2022-2023, mais sûrement pas 2021. Et donc, si on veut provoquer de la relance économique, la rénovation, elle tombe pile poil pour bien répondre à cette attente. Donc, ça veut dire qu'on a un sujet qui est plus ample que le seul sujet énergétique, mais qui s'accommode bien de la rénovation énergétique et de notre chemin vers la transition environnementale. Donc ça veut dire que tous les particuliers peuvent à la fois s'emparer de nouveaux comportements, mais aussi par le biais de subventions ou d'argent public, mener un certain nombre de travaux qui non seulement vont permettre une efficacité, une économie d'énergie, mais aussi peut-être d'ailleurs de repenser la vie du foyer dans cet habitat. Hein. C'est un peu ça. C'est tout à fait cela. Et on a le même exercice qui est en train de se produire dans les lieux professionnels. Des gens raisonnables sont en train de dire que le besoin de bureaux risque de diminuer dans les prochaines années de 10 à 15%, parce qu'on aura inventé des modes différents de travail, une part de télétravail dans la semaine qui rendra disponibles des postes de travail dans l'entreprise et qui permettront de faire vivre l'entreprise avec moins de mètres carrés. Voilà des évolutions profondes qui vont aussi entraîner des ajustements, des travaux
des restitutions de locaux loués, enfin beaucoup, beaucoup de sujets. Alors c'est vrai qu'il y a des mutations qui nous sont un peu tombées dessus et puis d'autres qui convient d'anticiper et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez un rôle à la fois d'impulsion, d'explication, de coordination. On évoquait le rôle des pouvoirs publics. Pour que ça avance, il faut un cadre législatif et réglementaire. Il faut une loi aussi qui fixe à la fois des repères, un cadre, des obligations. Et en ce moment, vous me disiez qu'il y a une évolution réglementaire importante et essentielle même qui arrive à l'horizon 1er janvier 2022. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça va changer ? Je vous en parle tout de suite, mais je reste sur le rôle de l'État dans un mot introductif. Oui, on a besoin d'un État stratège. On a besoin d'un État qui fixe les perspectives, les grands objectifs et les moyens financiers d'y arriver. Mais on a aussi besoin de collectivités territoriales qui prennent le relais. L'État ne peut pas tout. Et on l'a vu dans cette crise de la Covid, combien on avait besoin de collectivités mobilisées, quelquefois de règles différenciées sur les territoires pour arriver à lutter de manière efficace contre cette pandémie. Eh bien, pour la mise en œuvre de l'action de rénovation énergétique, comme pour la mise en œuvre demain de la nouvelle réglementation environnementale, nous avons besoin de collectivités qui mettent en place les textes, qui montrent l'exemple, qui adaptent les textes chaque fois que possible aux particularismes locaux. Et je crois profondément à cette complémentarité entre un État stratège et des collectivités régulatrices. Et je pense que c'est l'avenir, même si je sais qu'il y a encore des pesanteurs pour que ça se développe pleinement dans notre beau pays. J'allais y venir. Non, mais avant, alors du coup, c'est à mon tour de vous embêter, mais c'est vrai que puisqu'on parle des élus, vous savez, Immédiat Politique s'adresse à beaucoup d'élus, etc. Et une des questions, c'était qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent s'emparer de ça. Et puis, j'avais peut-être même, pas une question qui fâche, mais quand même une question qui est dans tous les esprits, c'est, après tout, est-ce que cette évolution, ces collectivités locales exemplaires, comme vous les appelez, est-ce qu'elles sont forcément écologistes? Alors, sans trop de polémique, mais est-ce que l'écologie urbaine, elle appartient simplement aux écologistes ou vous avez la sensation que partout et à d'autres endroits, ça se fait aussi ou qu'il y a certaines villes un peu plus en avance? On a décidé qu'il était nécessaire pour que la rénovation énergétique des logements se passe bien, qu'il fallait développer, renforcer l'information et le conseil aux ménages. Pour ça, on est en train de mettre en place sur tout le territoire, avec une assez grande proximité des lieux de vie des ménages, des réseaux de conseillers. Ce réseau s'appelle le réseau des conseillers FAIRE, F-A-I-R-E, qui vont de manière objective et gratuite délivrer informations et conseils aux ménages pour les rassurer dans leur parcours de rénovation. S'agissant du lien des villes avec les sujets d'écologie, il y a en réalité deux situations et elles se nourrissent l'une de l'autre. La première situation qu'on voit, c'est des communes dans lesquelles l'équipe municipale a une véritable volonté environnementale et elle portera des gestes, elle montrera l'exemple et ce faisant, elle arrivera progressivement à entraîner les citoyens dans le mouvement de mieux environnemental qu'elle veut impulser. Et puis, il y a l'inverse. C'est des communes dans lesquelles l'équipe municipale n'est pas très branchée sur le sujet, mais elle voit ici ou là des initiatives citoyennes. Et elle est suffisamment maligne pour comprendre qu'il lui faut accompagner ce chemin. À défaut de l'avoir elle-même initié, il faut l'accompagner. La loi qui arrive le 1er janvier 2022, pour vous, elle marque une étape essentielle. On ne pourra plus revenir en arrière après ça. C'est aussi un peu ça que ça raconte. Oui. On met en quelque sorte cette année un terme au cycle de ce qu'on a appelé les rénovations thermiques, où il s'agissait, réglementation après réglementation, de faire des bâtiments toujours plus isolés. Et on dit, l'isolation c'est bien, c'est nécessaire, on va faire encore une petite marge de progrès, mais ce n'est pas le tout. Ce qui est important, c'est pas tant de maîtriser nos consommations d'énergie que de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut donc s'intéresser à ce qu'on appelle le poids carbone du bâtiment, c'est-à-dire à faire en sorte que le bâtiment
consomme le moins de carbone possible au stade de sa construction, au stade de son exploitation et au stade futur de sa déconstruction, puisqu'on espère bien ne plus avoir à le démolir, mais à le démonter, c'est-à-dire à permettre que les composants du bâtiment puissent être recyclés et réutilisés. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc c'est une évolution considérable et tout à fait essentielle qu'on est en train de mener. Et cette réglementation environnementale, elle s'ajuste en ce moment et elle sera efficace au début de l'année prochaine. Philippe Essier, merci. Vous êtes président du plan Bâtiment Durable. Merci de votre temps. Et puis, on espère, chers auditeurs, que vous aussi, vous allez pouvoir prendre de bonnes résolutions sur ces enjeux de la transition énergétique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.